Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de venir m'entretenir avec vous. Un sujet qui me tient à cœur, un sujet que j'ai évidemment étudié depuis plusieurs années, les soins de première ligne, qui est vraiment la porte d'entrée de notre système de santé. Et puis, comme l'indique le nom de ma conférence, la première ligne, ici et ailleurs, je vais vous parler, d'abord, dans le premier temps, je vais présenter le portrait de la situation québécoise, mais je vais aussi regarder des modèles étrangers. Et est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ces fameux modèles-là? C'est sûr qu'un titre comme celui-là laisse entrevoir que ça peut ratisser très, très large en termes de modèles à suivre. Je vais me concentrer sur quelques-uns, ceux qui, à mon avis, sont les plus importants ou ceux qui, en fait, ont fait leur preuve davantage et desquels on pourrait tirer des leçons. C'est sûr que présenter des modèles étrangers, il y a toujours un exercice à faire de comment on pourrait mettre en application ce genre de réforme-là. Mais bref, ça me fait très plaisir de m'entretenir avec vous de ça. Alors, j'ai commencé par à présenter des chiffres. Vous savez, je suis économiste de formation. Les chiffres, c'est un passage obligé quand on est un économiste. Si on veut regarder le portrait de la situation. En ce qui concerne les soins primaires au Québec, il y a des enjeux qui sont connus, des enjeux actuels, bien évidemment. Mais il y a des enjeux à venir qui sont tout assez préoccupants. Je vais vous en présenter quelques-uns. On parle d'abord du vieillissement de la population. Ça fait beaucoup d'années qu'on entend parler du vieillissement de la population. C'est un vieillissement qui est plus rapide que dans les autres provinces. C'est un vieillissement qui commence à faire ressentir ses effets. Mais si on regarde une simple donnée, on parle à l'heure actuelle d'une population de 65 ans et plus qui représente 18,5 % de la population. Bien, d'ici 2036, ça va passer à 26 % de la population. Et si on regarde seulement ceux qui ont 80 ans et plus, près d'1 million de Québécois auront près de 80 ans en 2036. Donc, c'est quelque chose qui va évidemment entraîner son lot d'enjeux pour le réseau de la santé, ne serait-ce que parce qu'ils ont des soins, ils ont besoin de soins, évidemment, ils ont besoin d'être traités. Et puis, il y a les maladies chroniques aussi qui vont accaparer beaucoup, ou en tout cas vont nécessiter qu'on mobilise des ressources davantage. Montée des maladies chroniques, vous avez aussi un tableau qui est à droite, où vous voyez qu'à l'heure où on se parle, il y a 27 %, un peu plus de 27 % de la population qui souffre d'hypertension artérielle. C'est un exemple parmi d'autres. Ça devrait passer à 40 quelques %, 42 % en 2050. Alors, c'est sûr que c'est lié au vieillissement de la population. On regarde les maladies cardiovasculaires, ça devrait tripler le pourcentage de gens qui souffrent de ce genre de conditions de santé-là. Et puis, à l'heure où on se parle, si on prend juste les gens qui ont des maladies chroniques invalidantes, c'est près d'une personne sur deux à l'heure actuelle. Alors, ça devrait passer à 2 personnes sur 3 en 2050. Alors, ça, c'est des enjeux assez préoccupants. Si on regarde, évidemment, pour ce qui est de la main-d'œuvre, mais pas seulement de la main-d'œuvre, mais toutes les ressources aussi à consacrer au réseau, ça va nécessiter une mobilisation là, sans précédent. On va effectivement demander aux gens de contribuer, soit via les impôts, parce que le financement est via les impôts essentiellement à notre système de santé, mais il faudra faire plus aussi à partir des impôts qu'on injecte, à partir des fonds qu'on injecte et qu'on ajoute au système de santé dans ce contexte vieillissant. Les problèmes d'accès, vous les connaissez, on entend parler aussi. C'est souvent par le biais de reportages médiatiques, on entend parler, donc des cas de gens qui ont dû attendre des heures et des heures avant d'avoir accès à un médecin aux urgences, difficulté d'avoir accès à des médecins de famille. Ce sont évidemment des réalités que les gens vivent au quotidien. Vous avez, à l'heure où on se parle, 1 personne sur 5 qui n'a pas de médecin de famille. C'est une amélioration. Ceux qui ont suivi un peu les dernières années, la situation a évolué favorablement. C'est-à-dire que plus de gens maintenant qui ont un médecin de famille. Il fut un temps où c'était à peu près une personne sur 3 qui n'en avait pas. Et tout récemment, là, dans les 5 ou 6 dernières années, on a vu un boom. Donc, c'est-à-dire que les gens, maintenant, avec des réformes qui ont été entreprises, ont plus de médecins de famille. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a 1 personne sur 5 qui n'en a pas. Alors qu'elle en cherche un. Vous avez également un fort pourcentage de gens qui pourraient être traités dans un cabinet de médecin.
de médecine familiale, alors qu'ils sont contraints d'aller à l'urgence. On ne souhaite pas. Les cas P4, P5 sont des cas qui ne sont pas urgents en principe. C'est des soins mineurs. On a besoin d'avoir un médecin de famille, on n'en a pas. On va soit dans une clinique sans rendez-vous. C'est pas évident non plus d'avoir accès rapidement. Et donc, on se retrouve à l'urgence. On mobilise des ressources, on attend aussi. C'est des pertes qui sont coûteuses. D'un point de vue personnel pour le patient, mais c'est également aussi d'un point de vue de société, une mauvaise allocation des ressources. On a des aspects plus positifs, je vous dirais. Il y a eu un virage qui est entrepris dans les dernières années en faveur d'une interdisciplinarité, une collaboration entre les professionnels de la santé. Je vois ça de bon œil. Plusieurs ont vanté les mérites d'avoir des équipes de professionnels de soins, pas seulement formés de médecins, mais qui incorporent des infirmières praticiennes, des ergothérapeutes, des physios, des nutritionnistes. Bref, on a de plus en plus ce genre d'équipe-là. C'est en croissance, mais lorsqu'on se compare avec d'autres juridictions, on a encore du progrès à faire. Alors ça, ça fait partie de la réalité. Autre élément très important, j'ai parlé d'accès, un déficit d'accès aux soins, mais il y a aussi un déficit d'accès à l'information. C'est-à-dire qu'on a peine à avoir des renseignements. On les a de façon agrégée, c'est-à-dire qu'on connaît un peu les enjeux d'un point de vue global. Mais lorsqu'on regarde la transparence du système, elle n'existe pas. On a un système de santé qui est relativement opaque. Il ne semble pas y avoir un grand désir de divulguer des renseignements publics en ce qui a trait à la performance du réseau. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez particulier. On ne voit pas ça dans d'autres pays, même d'autres provinces canadiennes. Je vais parler de l'Alberta. On a eu un virage vers une plus grande transparence. L'Ontario a montré la voie aussi. Donc, l'Ontario est en avant de nous sur ce plan-là. Vous avez à votre droite aussi un indicateur qui n'est pas le plus récent. Ça remonte à 2017, mais c'est l'utilisation qu'on fait des services de première ligne. On voit un pourcentage, c'est-à-dire que les pays et les provinces qui performent le mieux représente 100 %. Nous, on est à 61 % de ça. Donc, on utilise moins les services de première ligne. Je vous dis que c'est la porte d'entrée dans le réseau, puis on l'utilise moins, c'est qu'il y a des embûches, il y a des écueils. Les patients ne parviennent pas à rencontrer en emportant leur médecin de famille ou un professionnel de la santé de première ligne. D'autres indicateurs, rapidement, mais évidemment, ça va un peu dans la même direction. Moins d'accès aux soins, moins de gens qui ont rapidement accès à un médecin, et également des gens qui, à l'heure où on se parle, dans une majorité des cas, vont fréquenter des urgences alors qu'ils auraient pu justement être traités. Donc, il y a un problème de coordination aussi entre les urgences, entre les soins de première ligne. Bien évidemment, tout ça est relié, mais si en amont, on avait pu voir les gens en temps opportun, on aurait évité évidemment d'engorger les urgences. C'est encore un problème qui est très, très préoccupant. Je passe rapidement. Ça, ce sont des données de sondage. 88 %, ce n'est pas une donnée qui est agréable à regarder. 88 % des gens qui ne parviennent pas à avoir un rendez-vous le jour même ou le suivant. Ça peut sembler exigeant de vouloir un rendez-vous aussi rapide que ça, mais souvent, c'est ce qui va nous éviter d'aller à l'urgence. Si on regarde les autres juridictions comparables, donc les pays comparables, lorsqu'on fait ce genre d'évaluation-là, il y en a à peu près une dizaine dans l'OCDE. Ils font tous mieux que nous. Les provinces canadiennes aussi sont tous en avant de nous sur ce plan-là. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment une faiblesse, ou en tout cas une partie à améliorer là, de notre réseau de la santé. On parle souvent d'un manque d'efficience dans l'allocation des ressources, mais il y a aussi un problème qui est, je pense, connexe à ça. Puis on a tendance à penser qu'on a un système, et on veut se consoler en se disant que notre système, à tout le moins, il est équitable. Mais malgré l'universalité, malgré les principes sous-jacents à ça, auxquels on adhère tous, il y a quand même un constat qui est clair à l'égard du fait que les gens qui sont moins fortunés, les gens qui sont dans des milieux défavorisés, vont avoir plus tendance à aller vers les urgences, vont être hospitalisés
parce qu'ils n'ont justement pas accès à un médecin de famille. Cette donnée-là, hein, en tout cas, elle est préoccupante, disons-le. On dit que la population à faible revenu a été hospitalisée 2,6 fois plus pour des problèmes qui auraient pu être traités par un médecin de famille ou par le personnel de sa clinique. Et donc, à cet égard-là, le Québec ne fait pas bonne figure non plus à l'échelle canadienne. Donc, portrait d'ensemble, très, très sommaire. Maintenant, à quoi ressemble notre réseau? Je vais parler des cliniques médicales. Les cliniques médicales sont essentiellement des cliniques privées. J'ai fait la recension l'an dernier dans le cadre d'une étude que j'ai menée avec un confrère économiste. Et puis, on a recensé plus de 1400 cliniques privées de médecine familiale qui étaient intégrées au réseau. Donc, ce sont des cliniques qui sont essentiellement financées par le biais des impôts. Donc, collectivement, on n'a pas à débourser. Ce ne sont pas les cliniques privées qui sont en périphérie de ce réseau-là et pour lesquelles il y a très peu, il y a peu de médecins qui y participent. On parle d'à peu près 2 des médecins qui sont désaffiliés du réseau. Donc, c'est petit. C'est vraiment une petite catégorie de ressources ou de fournisseurs de services de première ligne. La majorité sont intégrés au réseau. On parle de 1400 ou un peu plus. La moitié sont des cliniques en GMF. Donc, 700 quelques cliniques. La dernière recension, c'est autour de 710 cliniques en GMF, qui sont des équipes, pour plusieurs d'entre vous, vous êtes familiers avec ça, ce sont des équipes qui sont multidisciplinaires ou interdisciplinaires. Donc, il y a plusieurs professionnels de la santé qui y œuvrent, essentiellement des médecins d'abord, mais il y a aussi des infirmières praticiennes. Ces cliniques embauchent à peu près 15 000 personnes. Hein, c'est pas rien. Il y a du personnel, évidemment soignant, mais du personnel aussi administratif. Et ils prennent en charge 4,7 millions de patients. Alors, c'est quand même un acteur fort important. Là. C'est le groupe qui a pris le plus d'ampleur. Les GMF, ce n'est pas quelque chose qui remonte à 30 ans. Là. C'est quelque chose de relativement récent. Au début des années 2000, on a vu naître ce genre d'organisation-là, qui part évidemment d'une très bonne idée. Ce n'est pas nous seuls qui l'avons eu, cette idée-là. Là. Il y a d'autres pays et d'autres juridictions qui ont ce type de formule-là qui fonctionne relativement bien. Coût des subventions, 150 millions. Évidemment, ça exclut tout ce qui est la rémunération aux médecins. Et puis, je dirais que dans le contexte des services qu'ils rendent à plus de la moitié de la population, c'est pratiquement un aubaine en termes de programme d'avoir ce genre de GMF-là. Quels sont les résultats? J'ai regardé la littérature, j'ai essayé de voir s'il y a des études qui ont porté directement sur l'impact des GMF. Il y en a quelques-unes. Il y en a qui montrent plutôt des résultats intéressants. L'une d'elles montre qu'il y a une réduction des visites. Donc, il y a moins de visites, ce qui ne signifie pas automatiquement moins de suivi, mais moins de visites. Donc, c'est peut-être une meilleure coordination, peut-être qu'on évite un surtraitement ou en tout cas des visites inutiles. On a réduit également les visites aux spécialistes, donc dans un certain contexte, puis on a évidemment dégagé des ressources pour voir d'autres patients. Donc, on peut penser que, globalement, si chaque patient le visite moins, parce qu'on a évité, sur diagnostic, on a évité aussi des traitements qui n'étaient pas appropriés, bien, on a plus de gens qui y ont accès. Donc, il y a quand même une petite part positive derrière ça. Baisse de coûts à peu près proportionnelle. La seule chose, c'est qu'on n'a pas pu voir d'effet significatif sur les hospitalisations et visites à l'urgence. Et puis, c'est ça à quoi on s'attend quand on veut avoir un système de première ligne qui est fort, qui est efficace, c'est d'éviter que les gens se retrouvent justement à l'urgence. Il faut comprendre qu'il y a un vieillissement aussi de la population. Ce sont des données, évidemment, ce sont des variables qui sont difficiles à intégrer dans une évaluation comme celle-là. Alors, peut-être qu'il y a lieu de penser que les facteurs derrière ça sont un vieillissement de la population, montée des maladies chroniques. Donc, si les conditions de santé font en sorte que les gens sont tenus, sont obligés d'aller à l'urgence, bien, il y a quand même du positif. La situation aurait pu être pire, c'est ce que je veux dire. Il y a d'autres aussi initiatives à plus petite échelle qui sont, je pense, porteuses. C'est-à-dire qu'on pourrait voir émerger des initiatives qui vont aller dans le sens de ce qu'on souhaite, une meilleure utilisation des ressources,
prévenir plutôt que guérir. Hein. On va avoir des soins préventifs. C'est vraiment derrière ça que certaines initiatives... donc, il y a certaines initiatives qui visent précisément à faire ce genre d'exercice-là, ce genre de résultats-là. Il y en a une que j'ai pu évaluer tout récemment. Ça s'appelle les cliniques Prévention. Les cliniques Prévention sont des cliniques, comme le nom semble l'indiquer, de soins préventifs qui, évidemment, souhaitent faire en sorte qu'on évite les urgences, qu'on améliore la condition de santé des patients. Et puis, on les traite à moindre coût dans le réseau. Ces cliniques-là, moi, j'ai pu avoir la main sur un échantillon de 175 patients. J'avais toute une série d'indicateurs de santé. Et puis, j'ai pu voir dès le premier rendez-vous quels étaient les indicateurs. Ensuite de ça, j'ai fait un suivi. Évidemment, c'est pas moi qui ai fait le suivi médical, mais j'ai pu voir l'évolution de ces indicateurs-là sur une période de 6 mois et comment les traitements de la clinique avaient pu permettre des améliorations. Pour ce qui est de la condition d'éviter des événements cardiovasculaires. Donc, les maladies cardiovasculaires, ça touche un certain nombre de gens, des gens qui sont prédisposés à ça pour X raisons. Et puis, les cliniques ont permis de réduire le risque là, sur une période de 10 ans, en moyenne, de 7,2 % sur 6 mois, ce qui est quand même assez impressionnant. Ça s'est traduit évidemment par des économies de coûts. J'ai pu quantifier les économies de coûts. Et puis, les économies de coûts, si on devait transposer ce genre de clinique-là à l'échelle de la province, ce serait des économies de coûts chiffrées à plus de 50 millions annuellement. Alors, ce n'est pas rien. C'est des innovations. On utilise des nouvelles technologies, on utilise des nouvelles méthodes pour diagnostiquer les conditions de santé et voir qui sont justement les gens les plus propices à développer éventuellement des maladies cardiovasculaires qui nécessiteront des hospitalisations. Vous savez, il y a 100 000 hospitalisations chaque année au Québec pour des événements cardiovasculaires. Et chacun de ces événements-là coûte en moyenne 11 500 $ au réseau de la santé. Alors, si on peut en traiter avant que se produisent ces événements-là, les patients, c'est ce genre de travail-là qu'accomplissent les cliniques préventives. Il y en a tout un tas. Évidemment, je ne peux pas faire le tour de l'ensemble des initiatives du genre, mais c'est des initiatives novatrices. Et puis, c'est quelque chose à émuler. Je vous présente rapidement les soins primaires en Alberta. Ils ont un système de santé qui, évidemment, s'inspire des mêmes principes. Hein. Vous savez, la province, toutes les provinces sont tenues de respecter les principes enchâssés dans la loi canadienne sur la santé. Donc, c'est un système universel, bien évidemment. C'est un système qui est un peu plus centralisé que le nôtre. Il y a une centralisation qui s'est faite au fil du temps. Mais ce n'est pas tant de la centralisation du système dont je vais vous parler, c'est plutôt la façon dont ils ont mis en place une réforme des soins de première ligne par l'entremise, évidemment, d'équipes de soins multidisciplinaires. On les appelle les réseaux de soins primaires. Il y en a 41 à l'heure où on se parle, 3 800 médecins de famille. Il y a aussi d'autres professionnels de la santé, des infirmières, évidemment, des physios, et puis ça incorpore beaucoup de gens. 80 % des médecins y adhèrent. Donc, c'est sur c'est au choix du médecin, soit de joindre un réseau comme ça. Évidemment, la pratique en solo, elle est en voie de disparition. Pas juste en Alberta, mais dans plusieurs provinces. Donc, 80 % ils prennent en charge 3,6 millions d'Albertains. Donc, c'est quand même une grande partie de la population financée par l'État. Donc, les organisations privées, encore une fois, intégrées au réseau public de santé là-bas. Et puis, l'Alberta Health Services, qui est l'agence, justement, sous l'égide du ministère de la Santé, qui s'occupe de l'organisation des soins et puis des services de santé, en est partenaire. Alors, c'est une sorte de co-entreprise. Et puis voilà. Comment on les rémunère? On les rémunère essentiellement à l'acte. Les médecins de famille sont rémunérés à l'acte. C'est la province où on voit le plus fort pourcentage de médecins rémunérés à l'acte. En fait, c'est le pourcentage de rémunération qui provient d'une tarification à l'acte est le plus élevé au pays, autour de 80-85 %. C'est quand même beaucoup. On tente à le changer, ou on souhaite le changer, pour un mode qui prend en charge un peu plus la population, donc par forfait populationnel. Donc, plus on a
population qui a telle condition de santé, plus on reçoit un montant forfaitaire pour prendre en charge ces gens-là. Elle est bonifiée, évidemment. Donc, si on a des services offerts le week-end, en dehors des heures normales de bureau, on aura une bonification. On va avoir une bonification aussi si on est en région éloignée. Bref, un genre de rémunération incitative aussi. Donc, on incite à prendre en charge des gens qui ont des conditions de santé chroniques. On prend en charge également le week-end et puis dans des zones plus éloignées. Donc, je passe rapidement sur ça. Ce sont les médecins les mieux rémunérés. Il faut comprendre que les médecins albertains sont rémunérés en fonction aussi de la capacité de payer de l'État albertain. C'est une province riche, c'est une province où le PIB par habitant est plus élevé au Canada. Si on regarde les dépenses globales de santé, c'est la province qui dépense le moins. Donc, vous pensez que même s'ils dépensent plus en termes de rémunération des médecins, d'abord, ils en ont plus, mais aussi, ils ont les moyens financiers de les offrir, ces soins-là. Résultat de la réforme, on a une étude indépendante qui a été menée récemment qui fait état de résultats très convaincants, très intéressants pour ce qui est de l'accès, pour ce qui est de l'amélioration des conditions cliniques des patients. Donc, on prend en charge des populations vulnérables, on a un meilleur suivi auprès d'eux, on fait en sorte qu'on évite des urgences, on évite aux gens d'être hospitalisés, parce que la probabilité d'être hospitalisé est moindre lorsqu'on appartient à ce genre de réseau-là. Évidemment, ça coûte moins cher, vous comprendrez. Si on n'a pas besoin d'aller à l'urgence, si on n'a pas besoin d'être hospitalisé, si la durée de séjour elle est plus courte également, ça génère des économies. Donc, quand on parle d'efficience et d'utilisation plus judicieuse des ressources rares en santé, c'est un exemple, en tout cas, en vertu de cette étude-là, on est en mesure de prouver que ça fonctionne bien. Okay. C'est l'étude en question. Je ne vais pas citer le passage. Ça résume essentiellement ce que je viens de mentionner. Maintenant, je me tourne vers les exemples étrangers. J'ai choisi 2 exemples qui sont intéressants. Intéressants d'abord parce que ce sont des exemples où les systèmes de santé ressemblent beaucoup au système canadien et québécois. C'est donc des systèmes universels, bien évidemment. Donc, le premier que je vais vous montrer, le système anglais, ressemble au système québécois, ressemble au système canadien, financé essentiellement par l'impôt, gratuit au moment d'entrée dans le système. Donc, on n'a pas de frais à débourser comme tel. C'est un système, par contre, qui a été réformé beaucoup plus que le nôtre. Il y a beaucoup de distinctions importantes et de leçons à tirer à l'Angleterre. Si on s'intéresse qu'à la fourniture de soins de première ligne, d'abord, tous les patients sont inscrits auprès d'un groupe de médecine de famille. Il n'y a pas de patients orphelins, il n'y a pas une personne sur 5 comme au Québec qui n'a pas de médecin de famille, qui aimerait en avoir un. C'est fait, c'est réglé. Et non seulement ça, c'est qu'on donne le choix aux patients. Donc, le patient peut choisir un groupe de médecine familiale, mais pourrait se désinscrire et en choisir un autre, simplement sur la base du fait que les services étaient inadéquats, préfère aller vers un qui offre des services de meilleure qualité, répond plus promptement aux demandes quand il s'agit d'un soin urgent, etc., etc. Donc, on parle majoritairement donc, des groupes de médecine familiale. Il y a un 15 % qui sont en solo, mais c'est en voie de disparition aussi. En fait, la totalité de ces groupes-là, maintenant, sont affiliés à des réseaux. Okay? Donc, on parle de réseaux de soins primaires. Il y en a 1300. C'est ce qui a remplacé les défunts Primary Care Trust il y a quelques années qu'il y avait. Maintenant, ce sont des réseaux. Ces réseaux-là vont prendre en charge sur une base populationnelle à peu près 30 000, 50 000 patients. C'est énorme. Si on regarde juste les groupes individuellement, là, les groupes de médecine familiale, c'est à peu près 8 000 patients qui prennent en charge annuellement. Ça varie, évidemment. Vous en avez des plus gros, plus petits. Vous avez aussi une prise en charge de chaque médecin qui est quand même assez importante. On parle de 1600 et 1800 patients. C'est beaucoup plus que nous. C'est beaucoup plus que l'Ontario aussi. Et des médecins de famille ont tendance à penser qu'on est en pénurie, on en manque. Selon les données auxquelles j'ai eu accès,
ben, ils en ont la moitié moins. La moitié moins que nous. Alors, ce n'est pas un pays qui est énormément pourvu en termes de médecins de famille. Évidemment, la répartition n'est pas 50-50 entre les spécialistes et les médecins de famille. Il y a beaucoup plus de spécialistes. Mais les médecins de famille ne travaillent pas seuls. Ils travaillent beaucoup en collaboration avec d'autres professionnels de la santé qui prennent le relais. Et bien souvent, ce sont ces autres professionnels-là qui vont être la première personne rencontrée par le patient. Et ensuite de ça, bien, le médecin, dans les cas qui sont évidemment pour lesquels il n'y a pas d'autres ressources disponibles, moins onéreuses, c'est bien évidemment le médecin qui va être le mieux placé pour s'occuper du patient. Je vous disais par rapport à Québec, mais simplement par rapport à l'Ontario. L'Ontario a une prise en charge, chacun des médecins prend en charge plus de patients que nous. Il y a 15 moins de médecins per capita en Ontario qu'au Québec. Mais si on regarde ce graphique-là, oui, il y a une tendance légère à la baisse pour ce qui est de la première courbe, la courbe qui représente les patients par médecin de famille en Angleterre, mais ça reste quand même relativement stable. Dans les dernières années, il y a même une remontée. Je n'ai pas été en mesure de vous présenter toute une série chronologique jusqu'à récemment, mais il y a une remontée. Et puis pour ce qui est de l'Ontario, on voit une tendance à la baisse. Donc l'écart est quand même assez important. OK, comment c'est financé? Là, il y a des distinctions majeures par rapport à nous. Oui? Oui, oui, allez-y, allez-y. C'est intéressant le nombre de patients, mais Ouais. c'est le fond de la deuxième ligne. C'est le fond de la deuxième ligne. Les médecins là-bas, parce que je parle pour moi, là, mais on est beaucoup de médecins dans le Genève, mais on fait de l'hôpital aussi, fait que c'est certain que j'ai pas Non. 800 patients. Non, effectivement, effectivement. Oui, oui, oui. C'est pas, puis c'est pas un reproche. Ce que je fais, c'est un constat. Oui, mais comment ils sont organisés? Oui. Font-ils la deuxième ligne? Et ils font, non, s'ils font de la médecine familiale, c'est à peu près uniquement. Ils n'ont pas la même obligation de faire justement du temps dans le réseau hospitalier comme c'est le cas ici. Ça, c'est vraiment une distinction majeure. Puis, merci de soulever le point. Ils s'occupent de médecine familiale. Ça se compare pas tant que ça à ce moment-là. Ouais. Comparer le nombre de médecins en clinique qui ne font qu'exclusivement de la première Ouais. ligne, parce qu'ils sont dans l'air Ouais. des omnis qui ne font pas de deuxième ligne, ben, peut-être qu'on a des chiffres semblables. On n'a pas des chiffres semblables, même malgré tout. Là. Il y a probablement une grande Chez nous, mettons, variabilité. Oui, allez-y. c'est un peu, il y a à peu près 15 docteurs, ils sont 4 Ouais. à ne pas faire la deuxième ligne, mais ils ont à peu près 2000 patients. Probablement. Oui, effectivement. C'est une moyenne, ça. La deuxième ligne, on a C'est une moyenne. Oui, c'est une moyenne. Effectivement. Mais ça, c'est toute une question organisationnelle aussi. Comment on décide collectivement de mettre en place des politiques publiques qui contraignent justement, en croyant que c'est plus efficace de le faire comme ça. Je pense que là, on a une belle démonstration qu'on n'est peut-être pas obligé de faire ce genre, ou d'adopter ce genre d'approche-là pour avoir un suivi qui est plus adéquat. Puis, il y a une prise en charge populationnelle. Il y a d'autres, évidemment, il y a d'autres distinctions. Là. Je vais parler de la rémunération. La rémunération, elle n'est pas à l'acte majoritairement. Bien au contraire, c'est beaucoup plus per capita. Donc, ils ont un intérêt à en avoir plus de patients. Plus on a de patients inscrits, plus c'est des sources de revenus. Okay? Donc, 75 de la rémunération, elle est justement sur une base forfait populationnel. Alors, vous voyez ça de cette façon-là. Il y a 75 de la rémunération qui dépend du nombre de patients inscrits. Et puis, j'ai essayé de faire des calculs pour vous donner un aperçu de qu'est-ce que rapporte un patient avec le taux de change. C'est à peu près 250 $ par patient annuellement. Alors, si vous faites le calcul, 1800 patients, 250 $ canadiens. Évidemment, ils ne sont pas payés en dollars canadiens, mais ça représente ça. C'est 450 000 à peu près. Rémunération. De cette rémunération-là, évidemment, il faudrait exclure toutes les dépenses rattachées. C'est peut-être la moitié au net là, pour un médecin de famille en Angleterre. Ils ont aussi une partie qui est associée, donc une partie non négligeable de la rémunération, 20 pas 25, mais 20 qui est liée à l'atteinte de cibles cliniques, cibles de performance. Évidemment, il y a toute une série d'indicateurs qu'on va mesurer. Est-ce que c'est en ce qui a trait à la prescription d'antibiotiques ou de certains médicaments génériques, par exemple. Donc, on a des cibles à cet égard-là. On a des cibles d'atteinte sur le plan des résultats cliniques des patients, tout ça.
Et donc, il y a un volet incitatif par rapport à ça. 5 c'est simplement un service rehaussé, c'est prend en charge différentes populations plus vulnérables encore plus, ou les soirs, fin de semaine, ce genre de rémunération-là. On embauche du personnel administratif. La rémunération, et ça c'est intéressant, on voit un écart, nous, entre médecins de famille, médecins spécialistes. Dans le réseau anglais, c'est très comparable. C'est très comparable. Peut-être que ça s'explique par leur faible nombre. En proportion, il y en a beaucoup moins. Est-ce que ça joue dans les négociations? Mais c'est très, très comparable. Autre élément auquel j'ai fait allusion, c'est le choix du patient. Donc, le patient peut s'inscrire auprès du groupe de médecine familiale de son choix. Évidemment, le groupe de médecine ne peut pas faire de la publicité, ne peut pas vanter ses services, ne peut pas afficher quoi que ce soit à cet égard-là. Mais ce qu'on a, on a un accès public à des informations sur la qualité des services offerts. D'ailleurs, c'est ce que je présente ici, une information accessible en ligne, comparer les cliniques. Les gens ont même un site web, ça va être Book and Choose ou Choose and Book. Ils vont pouvoir tout faire ça électroniquement, par le biais d'Internet, par le biais de web. Ils vont pouvoir comparer les prestataires. Ils vont regarder ceux qui sont dans donc près de leur communauté, ou ils peuvent même regarder dans l'ensemble du pays. Ça, c'est juste un aperçu. J'ai même dû tronquer la fiche parce qu'elle aurait excédé évidemment la diapo là, pour que ce soit plus lisible. Mais là, vous avez différents prestataires. Vous avez dans la première colonne les inspections qui ont été faites par le Care Quality Commission. Donc, il fait des audits. Qui ne les fait pas systématiquement annuellement, mais qui les fait. Donc, il va visiter ces établissements-là. Ils ont des ressources pour ça. Et puis, qui mettent un point. Un point vert, évidemment, c'est positif. On s'entend qu'il y a des améliorations à faire lorsque le point est au rouge. Et puis, vous avez toute une série d'indicateurs. Vous pouvez comparer par rapport à l'ensemble du pays. Donc, s'il y a un résultat qui est inférieur à la moyenne, c'est précisé, etc., etc. Les gens ont accès à cette information-là. C'est une information qui est publique. Le régime est plus transparent. On a la volonté derrière ça. L'objectif recherché, c'est de faire en sorte que le patient participe activement, évidemment, aux décisions qui portent sur sa condition de santé, mais qu'il le fasse aussi de façon éclairée. Donc, on a, pour le patient, c'est certain une source d'information. Pour le clinicien aussi, c'est quelque chose qui peut permettre de voir les améliorations à faire par rapport à la moyenne, quelles sont les meilleures pratiques. Et ça aussi, c'est gage de succès parce qu'on hausse la barre en termes de qualité, de recherche d'efficience. Est-ce que c'est au bénéfice des patients? C'est le titre de cette diapo-là. Oui, selon une étude récente qui montre que le fait d'avoir accès à une variété d'offreurs de soins de première ligne, le fait d'avoir accès à des informations sur la qualité, les rendements et tout ça, entraîne une émulation, entraîne aussi des changements positifs. Donc, on voit un rehaussement pour l'ensemble du secteur. Puis, comme je le mentionnais tantôt, c'est à l'avantage aussi des cliniques d'avoir une bonne réputation et c'est à l'avantage aussi d'avoir des soins qui sont perçus et qui sont reconnus comme étant de qualité. Et c'est ce qui va permettre d'attirer plus de patients. On attire plus de patients, on a des revenus supplémentaires. Alors ça, c'est une distinction majeure par rapport à nous. Et puis, ça ne se fait pas au détriment des populations plus vulnérables. Au contraire, les réformes sont perçues par plusieurs comme étant en faveur des plus défavorisés. Donc, le choix, on a tendance à croire que ce sont des gens qui font preuve de plus d'initiative, qui ont accès à des informations en ligne, qui vont avoir... Mais au contraire, étant donné que c'est accessible à tous, étant donné aussi que ces indicateurs-là sont facilement interprétables, donc on peut facilement baser son choix sur des indicateurs que tout le monde comprend. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Ça, c'est la mortalité évitable. Mortalité évitable en santé, c'est ce qui pourrait... En fait, c'est une mortalité qui est liée à des soins de santé, soit déficients, ou des soins de santé qui ne sont pas reçus en temps opportun. C'est un indicateur qui est quand même assez important. Et puis, je vous parlais d'équité dans l'accès. Ça, c'est un graphique qui l'illustre. Le graphique n'est pas
intuitif, mais si vous regardez le panneau de gauche, c'était la situation avant les réformes. C'est une situation qui montre, vous voyez, une iniquité. C'est-à-dire que la pente indique que les milieux défavorisés ont accès à des soins de moindre qualité et, à l'inverse, les milieux plus favorisés, donc sur le plan socio-économique, etc., bien, ont au contraire accès à des cabinets, des cliniques, des groupes de médecine de famille qui offrent des services de plus grande qualité. Il y a eu tendance à avoir une certaine émulation au point où, maintenant, là, donc après la réforme, ça s'est équilibré. C'est-à-dire milieu défavorisé versus milieu plus favorisé, il n'y a pas beaucoup d'écart. Et vous voyez la barre, même si elle diminue, si vous regardez l'échelle qui est à votre gauche, c'est quand même une amélioration. Vous allez me dire, bon, c'est à l'envers, on se serait attendu à l'inverse, mais bon, c'est l'étude anglaise qui a été faite comme ça pour montrer qu'il y a des gains à la fois sur le plan d'équité, mais à la fois aussi sur l'amélioration pour tous. Okay? Je passe maintenant à la Suède. La Suède est aussi un pays intéressant, un pays qui, encore une fois, duquel on s'inspire très, très souvent pour nos politiques sociales. C'est un pays où on voit les mêmes principes d'universalité, d'équité d'accès aux soins. C'est un financement public, majoritairement, par le biais des impôts. Il y a des différences quand même majeures. En Suède, vous avez un système qui est beaucoup plus décentralisé. À partir du début des années 90, on a confié la responsabilité de l'organisation, même le financement des soins, aux municipalités et aux comtés. Et on se partage, entre les municipalités et les comtés, on se partage les responsabilités. En ce qui a trait aux services de première ligne, ce sont les comtés. 90 % du budget des comtés, c'est des soins de santé, essentiellement de première ligne, mais des soins de santé en milieu hospitalier également. Pour ce qui est des soins d'hébergement à longue durée, plus les municipalités qui s'en occupent. Mais c'est très, très, très décentralisé. Alors ça, c'est une première distinction. Autre distinction, beaucoup plus transparent aussi. Donc, on mesure performance, donc une performance clinique qui est mesurée, qui est comparée, qui est rendue accessible, donc un système qui est moins opaque. Et puis, on peut faire des choix. C'est-à-dire qu'il y a un libre choix qui est assez étendu. Un libre choix en matière de services hospitaliers, libre choix en matière de soins primaires, libre choix en matière de lieux d'hébergement pour personnes âgées. Alors, on a, quand je dis libre choix, c'est une variété d'offreurs de services. Privé, public, but lucratif ou non, on a ça. Et le financement demeure public et universel. Donc, ce n'est pas parce qu'on a choisi un établissement privé qu'on est tenu de débourser plus, qu'on est tenu de débourser à même ses propres ressources, donc directement, et non pas via les impôts. Ça, c'est une particularité du régime et du modèle. Si je m'intéresse aux soins de première ligne, il y a eu des réformes récentes, là, celles qui portent sur le libre choix et puis la diversité d'offreurs de services de première ligne. C'est 2007-2010. Ça s'est mis en marche, ça s'est mis en branle au cours de cette période-là. Donc, on parle d'une entrée libre de fournisseurs privés. Ça peut sembler aussi un trait distinctif parce que j'ai commencé en parlant du système qu'on a en place au Québec en disant que ce sont essentiellement des cliniques privées, de propriété privée, hein, les médecins au travail autonomes et tout ça. Même si c'est intégré au réseau public puis c'est financé collectivement. Là-bas, le financement est public, mais vous avez une répartition presque 50-50 entre privés. Et quand je dis privé, c'est majoritairement privé à but lucratif. Et 50 % ça appartient au conseil de comté. Donc, c'est public essentiellement aussi, non seulement dans le financement, mais la propriété même des cliniques, elle est publique. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose de particulier. Entrée libre, au sens où on n'a pas les PREM, comme au Québec, donc les plans régionaux d'effectifs médicaux. On s'établit là où on veut, mais évidemment, il y a des incitatifs à s'établir dans les coins défavorisés. Il y a des incitatifs à prendre en charge des populations éloignées, vulnérables, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui est mis en place, à la fois par la rémunération, bien évidemment. Ce n'est pas tant par... en fait, c'est essentiellement par la rémunération. Un accès accru à l'information publique. J'ai dit 80 indicateurs. Indicateurs de performance, mais aussi des sondages auprès de la population sur la satisfaction à l'égard des soins offerts. Possibilité de changer plus facilement de fournisseur de soins. Donc, encore une fois, la rémunération, elle est conditionnelle au nombre de patients qui choisissent un groupe de médecine familiale plutôt qu'un autre.
Et évidemment, ce choix-là va être... en fait, on veut évidemment attirer les gens qui vont venir chez nous à notre clinique. C'est de cette façon-là qu'essentiellement, on va tirer notre revenu. Donc, on veut accentuer la concurrence. On veut favoriser le libre choix. C'est un objectif en soi. Le libre choix, indépendamment du fait que ça stimule la concurrence puis ça améliore l'accès ou la qualité, on veut que les gens aient un libre choix parce que c'est une fin en soi. Puis qu'ils aient accès à une information pour faire ce choix éclairé parce qu'on considère que ça appartient aux patients essentiellement, les données qui portent sur le système de santé. C'est eux qui contribuent via leurs impôts. Donc, ça fait partie d'une... et ça fait consensus, grosso modo. Okay? Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des débats dans le passé, mais maintenant, on ne remet pas en question cette formule-là. Encore une fois, c'est interdisciplinaire. Donc, médecins de famille, oui, mais il n'y en a pas plus qu'ici, il y en a même moins. C'est à peu près 5 000 médecins. Ils ont une population de 10 millions, donc comparable, grosso modo, au Québec. 5 000 médecins de famille, c'est beaucoup moins que ce qu'on voit ici, parce qu'ils ont 30 000 médecins au total. Alors, encore une fois, on délègue énormément à d'autres professionnels de la santé. C'est quelque chose quand même d'assez fascinant. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter Stockholm, m'entretenir avec, évidemment, des leaders dans le milieu de la santé, des gens qui sont soit des chercheurs, soit des gens qui œuvrent dans le système. Et puis, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils ont comme principe que le médecin, ça doit être le dernier, dans le maillon, là, si on peut dire, de la chaîne de professionnels, c'est le dernier. Et c'est vraiment le dernier recours qu'on va consulter un médecin, c'est si on n'a pas trouvé la solution au problème avant de santé. Alors, c'est la ressource la plus onéreuse, on veut l'utiliser à bon escient, puis évidemment, on n'en a pas tant que ça. 1500 cliniques. J'ai dit à peu près 50-50 la répartition public-privé, 45 privé, 55 public, grosso modo. On remonte en 2005, c'est à peu près 15 Donc, il y a une progression des cliniques privées. Puis, on a vu l'entrée là, dans les dernières années massive de fournisseurs. On peut parler ainsi de fournisseurs de soins de famille, de services, de soins de médecine familiale en Suède. Voilà. Vous avez donc la possibilité de vous inscrire auprès du centre, n'importe quel centre qui est accrédité. Donc, la reconnaissance du gouvernement, bien évidemment, parce que ça prend des critères pour être reconnu comme tel, être accrédité. Et vous pouvez changer une fois aux 6 mois. Okay? Donc, on ne peut pas, évidemment, faire ça à tous les week-ends, mais une fois aux 6 mois, vous pouvez le faire. Et puis, des gens qui ne veulent pas se prévaloir de ce libre choix-là, bien, on prend celui... Évidemment, c'est le conseil de comté qui va décider pour le patient, mais c'est moins d'1% de la population qui sont dans cette situation-là, qui ne veulent pas exercer un choix eux-mêmes. Donc, pourcentage privé versus public, ça varie d'un comté à l'autre. Ça, c'est intéressant aussi, parce qu'il y a, j'ai dit, un système très décentralisé, puis souvent, ça ne sera pas tous les comtés qui vont adopter les mêmes politiques. On ne va pas les contraindre non plus d'adopter des politiques mur à mur. Et puis là, vous voyez, à Stockholm, il y a une plus grande proportion de prestataires privés. Donc, c'est à 68 2 sur 3, c'est privé. Puis vous en avez d'autres où c'est 12 c'est à peine... donc, c'est grosso modo 1 sur 10 qui est privé. La majorité sont publics. Financé comment? C'est un financement qui est globalement, essentiellement, via les impôts. Vous avez, je vous dirais, 85 via les impôts. Il y a un 5 à peu près, c'est une sorte de ticket modérateur. Donc, c'est un frais par visite pour le patient qui est plafonné annuellement. Vous avez également une contribution. En tant que patient, vous avez une contribution si vous avez une prescription. Donc, vous avez l'ordonnance, il n'est pas payé à 100 pour ce qui est des médicaments. Il y a une quote-part, puis il y a une participation de l'usager au financement. Mais pour ce qui est du reste, c'est essentiellement via les impôts. Vous avez la majorité de la rémunération qui va aux médecins, qui est sous forme de forfait populationnel, donc par capitation, encore une fois. Et ça varie encore une fois d'un comté à l'autre. Ça peut être 70 dans les moins pires des cas, mais ça peut aller jusqu'à 98 qui est per capita. Okay? Le reste, bien, c'est à l'activité.
et aussi à la performance. La performance, c'est à peu près 5 %. Ça aussi, ça peut varier d'un comté à l'autre. Mais c'est beaucoup moins qu'en Angleterre où on parlait de 20 %. OK, les résultats des réformes. Ça aussi, il y a des études, il y a beaucoup d'études qui ont montré les effets des réformes. Les effets très positifs des réformes. Vous avez, pour ce qui est de la politique de libre choix, une amélioration de l'accès à un médecin de famille. Donc, une capacité de voir plus facilement son médecin en temps opportun. Donc, le pourcentage de visites annuelles a grimpé à partir du moment où on a mis en place cette réforme-là. Des indicateurs cliniques qui progressent à plusieurs égards. Le suivi aussi des maladies chroniques. Il y a donc une coordination des soins qui est bien entamée, qui est intéressante. Les habitudes de prescription, en fonction de la pertinence, ont changé. On a vu que des médicaments qui étaient en surprescription, des médicaments antibiotiques, par exemple, on a revu ça. Donc, il y avait des incitatifs à aller revoir aussi parce qu'il y avait des cibles en cette matière-là. Quand on parle de rémunération, en partie en fonction de la performance, mais ça, c'en est un exemple de bienfait. Une satisfaction globale aussi quand même grande, même si cette satisfaction-là, elle est subjective. Elle a progressé et il n'y a à peu près pas d'impact sur l'équité d'accès aux soins. Donc, c'est ce qu'on appréhendait, là, donc les gens qui ne sont pas en mesure de faire leur choix, pénalisés parce qu'ils sont dans des milieux défavorisés, des populations plus vulnérables, pas en mesure de faire un choix éclairé, ça ne s'est pas avéré. Ça se fait en collaboration avec les professionnels, ces choix-là. Ça se fait aussi sur la base des informations qui sont rendues publiques. La famille va participer, bien évidemment, à faciliter ce choix-là, mais ça n'a pas eu un impact négatif sur l'équité. Ça en est des exemples là, de libre choix, d'études qui ont porté sur l'impact du libre choix. Et vous voyez, évidemment, j'ai gardé la citation en version originale en anglaise, mais si je vous la traduis rapidement, on dit que comparer un système où il n'y a pas de choix, où le choix est limité plutôt, donc de mettre en place une réforme axée sur le libre choix, donc qui inclut le choix du patient, le fait que le fournisseur peut s'établir librement à l'endroit où il veut, et puis la concurrence, si vous voulez, entre ces différents fournisseurs-là a accru l'accès aux médecins de famille, donc aux omnipraticiens. Peu de changements pour ce qui est de la répartition socio-économique. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu uniquement des nouveaux fournisseurs s'établir dans les milieux urbains plus fortunés, etc., des conditions de santé peut-être un peu moins complexes. Donc, au contraire, on a vu une combinaison. Donc, oui, des gens qui vont, pas des gens, mais des pratiques qui vont s'établir dans les milieux urbains, mais il y en a d'autres qui vont aller dans les milieux ruraux, puis qui vont prendre en charge des populations peut-être plus vulnérables, plus défavorisées. Et derrière ça, il n'y a pas juste la mise en place de la politique de libre choix, il y a aussi la rémunération qui est adaptée en fonction du risque que représente un patient. Donc, un patient qui est prédiabétique avec un surplus de poids, puis qui est prédisposé à développer éventuellement des maladies cardiovasculaires, évidemment, il va avoir une rémunération qui va être ajustée par rapport à ça. Et ça va accroître la volonté de les établir dans des secteurs qui sont plus réputés avoir ce type de patientèle, des gens qui vont être plus vulnérables. Alors, on a aussi, encore une fois, une étude qui en fait la démonstration. Et c'est intéressant de voir ça. Je pense que c'est quelque chose desquels on devrait s'inspirer. Moi, j'ai, en conclusion, puis ensuite de ça, évidemment, je vous laisserai me poser des questions, si vous voulez approfondir ou poursuivre la discussion. Leçon à tirer des expériences étrangères, bien, dans un premier temps, je pense que les deux derniers exemples montrent que les temps d'attente, difficulté d'accès, ce n'est pas une fatalité. Donc, on peut améliorer les choses. On peut, évidemment, garder le principe d'universalité auquel on tient. On n'a pas besoin de se ruiner non plus sur le plan des finances publiques. On peut offrir une médecine de première ligne de qualité. Et je ne dis pas qu'on n'a pas une médecine de première ligne qui n'est pas de qualité. Mais l'allocation des ressources est peut-être sous-optimale dans certains cas si on voit que des gens vont se déplacer à l'urgence plutôt qu'aller voir un médecin de famille. Et donc, il y a lieu d'améliorer, peut-être pas tant la qualité comme l'allocation des ressources, qui sont par ailleurs très rares, et elles le sont aussi d'autant plus dans ces pays-là, sans se ruiner sur le plan des finances publiques. Le secteur privé, on l'a vu, peut jouer un rôle clé. Un rôle fort important. Dans le cas de la Suède, ça a été démontré, mais
c'est pas tant juste le fait que le secteur privé arrive avec de nouvelles initiatives, je pense qu'ils amènent un choix, différentes options. Donc, il y a une variété d'offreurs de services de santé, public, privé, et on offre le choix à la population. Libre choix, par contre, il y a une condition sine qua non, c'est qu'il faut y avoir une transparence. Il faut qu'il y ait accès à des indicateurs de performance, à défaut de quoi, on n'est pas en mesure de faire un choix éclairé. On n'est pas en mesure non plus de stimuler l'innovation ou le changement, d'élever la barre en termes de performance ou de qualité, d'amélioration de l'accès. Et puis, voilà, je pense que la conclusion est la suivante. La transparence, elle est fort importante. La transparence, on tente à croire que l'accès à l'information, c'est secondaire. C'est l'accès d'abord aux soins pour la population, mais les deux sont intimement liés. Les deux sont intimement liés. On aurait tort de croire que les deux sont en opposition. Un système opaque va masquer des résultats décevants, mais il va aussi décourager des changements, des améliorations possibles. Et ça, ce n'est pas juste pour les patients. Les cliniciens s'en inspirent aussi. On peut changer les meilleures pratiques. On sait qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, et on peut agir pour changer les choses quand on a accès à une information. Et je pense que ça alimente aussi la confiance de la population. Dans un contexte où on n'en a pas beaucoup, ce qui sort dans les journaux, et généralement, c'est négatif. Et là, on se braque, puis c'est normal aussi parce qu'on se sent interpellé. Hein? On a l'impression, mais c'est juste la pointe de l'iceberg. Il y a des aspects positifs qui sont méconnus, mais qui gagneraient à être connus. Puis c'est de quelle façon? Je pense en étant beaucoup plus transparent. Alors ça, c'est ma conclusion. Alors, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça fait plaisir d'y répondre.